Dans un instant, nous allons laisser place à l'édition nationale avec Jean-Sébastien Fernandez. Et dans la deuxième tranche donc, de l'édition du 12-14 de France 3 Centre, nous reviendrons bien évidemment sur ce dossier en direct de Romorantin avec donc, les conséquences de ce plan social. Quel avenir en effet pour les salariés de chez Matra, pour eux et leurs familles, pour le bassin d'emploi de Romorantin. Y avait-il aussi les moyens d'éviter tout cela au travers des reportages et des différents invités sur notre plateau? Nous essaierons d'examiner les responsabilités de Matra, de Renault, de l'État. Donc sur ce plateau, nous retrouverons Pierre Berthoud, délégué CGT, Dominique Prodhomme, délégué FO, et puis Jeannie Lorjou, le maire de Romorantin, ainsi que René Berry, le président de la commission économie et emploi du Conseil économique et social. À tout à l'heure. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct de Romorantin. Pendant près de 40 minutes, nous allons parler de l'avenir de Matra Automobile, la filiale donc, du groupe Lagardère. L'usine de Romorantin, en effet, est dans la tourmente depuis plusieurs mois. Les raisons de cette situation, tout d'abord à l'assemblage de l'espace. Fleuron de l'usine a été délocalisé à Sandouville, en Seine-Maritime. La dernière espace est d'ailleurs sortie mardi dernier des chaînes de montage. Et puis, il y a également les ventes du dernier modèle Renault, l'Avantime, qui ne décolle pas. Et donc, pour conséquence, les effectifs en constante chute libre. Au 31 décembre 2001, 2500 personnes étaient sous contrat chez Matra. À la fin de l'année 2002, ils ne seront plus que 820 personnes. Alors ce matin, Xavier se tenait à un CCE au siège de Matra Automobile, à Trappes, donc dans les Yvelines. Le plan social a bien été confirmé. Oui, le plan social a été entériné et donc le résultat, c'est ce chiffre qu'on vous disait, 820 personnes dans l'usine à la fin de l'année. Aujourd'hui, elles sont un peu plus de 1300. Donc comment expliquer cette différence? Il va y avoir des départs en retraite et en pré-retraite qui ont été négociés. Il y a eu des aménagements du temps de travail, des modulations, on appelle ça aussi comme ça. Résultat, il y aura en fait 282 licenciements économiques, mais surtout le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait plus de 2500 personnes dans l'usine à la fin de l'année dernière. Ensuite, au bout d'un an, elles ne seront plus que 820, ça fait donc 1680 emplois perdus, 1680 emplois avec un impact énorme sur la ville de Romorantin. C'est de ça qu'on discutera tout à l'heure. Absolument. Les conséquences de ce plan social, l'avenir pour les salariés de Matra Automobile, les conséquences évidemment sur le bassin d'emploi de Romorantin, et puis les responsabilités. Avait-on les moyens d'éviter tout cela? Nous allons en parler donc avec nos différents invités sur ce plateau. Avec tout d'abord Monsieur René Berry, bonjour. Vous êtes le président de la commission économie et emploi du Conseil économique et social. Nous accueillons également Monsieur Jeannie Lorjou, le maire de Romorantin. Et puis pour en parler également avec nous sur ce plateau, Madame Dominique Prodhomme, déléguée donc FO, ainsi que Monsieur Pierre Berthoud, qui est le délégué CGT. Bonjour. Avec vous quatre, donc nous allons débattre, mais pour l'instant nous allons faire un point sur l'actualité avec vous, Alexandra Hutin. Débattre, nous allons voir un premier reportage dans cette édition du 12-14. Les difficultés que connaît actuellement donc, le groupe Matra ont des répercussions bien évidemment sur la ville et ses environs. À Romorantin, en effet, de nombreuses sociétés ont toujours et longtemps donc, travaillé avec le constructeur, que ce soit de façon directe ou indirecte. Et vous allez le voir, les conséquences du plan social sont déjà bien visibles. Le reportage tout de suite avec Flavien Texier et Philippe Mugerin. Première société concernée, ce café situé à 200 mètres de l'usine. Ici, pendant des années, on a travaillé au rythme de Matra. Aujourd'hui, c'est fini. On a beaucoup travaillé, fut un temps, avec la société Matra, avec les horaires Matra. On ouvrait le matin à 4h30, on fermait le soir à 22h30. Depuis un certain temps maintenant, l'équipe de nuit était supprimée. Les 2-8 vont être supprimés prochainement. Ils vont faire plus qu'une équipe de journée. Ça va encore ralentir énormément la fréquence de travail. Un peu plus loin, cette agence d'intérim. Avec Matra, 10 ans de collaboration. La période où Matra avait de gros besoins, beaucoup de candidats sont venus s'inscrire chez nous et nous a apporté beaucoup de compétences. 300 intérimaires travaillaient chez le constructeur, 50 seulement aujourd'hui. Alors l'agence a dû s'investir en formation et rechercher de nouveaux marchés. Sur la ville et l'agglomération, les difficultés de Matra ont donc des conséquences et depuis longtemps. La preuve avec le rapport du Conseil économique et social publié en juillet 2001. Si de nouvelles productions ne viennent pas compenser l'arrêt de la production de l'espace, alors la situation industrielle et socio-économique de ce bassin d'emploi risque d'être extrêmement fragilisé. Un an plus tard, le ciel s'est assombri. Dans cette agence immobilière, on a vu tomber les premières gouttes.
Dernièrement, nous avions donc des clients Matra, ces gens-là, donc arrivaient en fin de prêt, voulaient se faire plaisir, voulaient donc revendre leur maison pour acheter quelque chose de différent. Et on a eu beaucoup de dossiers stoppés parce que les gens sont en attente. Les difficultés du constructeur automobile sont présentes dans de nombreux secteurs, même celui de l'éducation nationale. Dans ce collège du centre-ville, environ 200 enfants ont de la famille salariée chez Matra. À terme, des problèmes peuvent se poser. Des élèves qui ont des soucis, des élèves dont les familles sont en risque de chômage, sont forcément moins prêts à recevoir le message enseignant. Et je crois que là, dans tout le bassin, on aura beaucoup d'efforts à faire en direction de ces élèves-là. À Maurice-Genevois, on ne parle donc pas encore de fermeture de classe, c'est prématuré. Pourtant ici, les problèmes du constructeur concernent tout le monde. C'est vrai que c'est une préoccupation, on ne peut pas ignorer, vu la proportion d'élèves venant de chez Matra, vu la proportion aussi d'adultes qui travaillent dans ce collège et qui sont touchés par le problème de Matra, on ne peut pas ignorer cette question-là. Elle est permanente. Les difficultés de Matra auront donc révélé l'importance énorme de ce constructeur pour de nombreux acteurs économiques du secteur. La direction de Matra n'a pas voulu venir nous le dire ici, c'est qu'en fait on subit l'échec commercial des débuts de l'Avantime. Si on est obligé de licencier, c'est parce que l'Avantime ne se vend pas. On avait prévu d'en vendre plus, on en vend moins, on n'a pas le choix. Alors, quand la direction dit ça, elle déporte sa propre responsabilité. Quand aujourd'hui un véhicule qui était prévu d'être lancé à une date est retardé d'un an à un an et demi, que les premiers véhicules qui sortent n'ont pas la qualité requise et n'ont pas l'impact nécessaire sur la clientèle, il est facile de dire ça. On répète, l'Avantime est un produit innovant. La conception même du véhicule marquera, à mon avis, l'histoire de l'automobile, comme a pu marquer l'espace. Renault sort une Mégane, aujourd'hui, la nouvelle Mégane a le style de l'Avantime. Ce véhicule est novateur, il y avait nécessité de mettre des moyens financiers au niveau d'investissement, mais aussi pour payer les gens, pour faire en sorte qu'ils soient en capacité de faire des études correctes. Ces moyens-là n'ont pas été donnés. Le groupe Lagardère a préféré remonter des dividendes énormes dans son groupe pour assurer les restructurations qu'on connaît aujourd'hui dans le groupe Lagardère, notamment avec le rachat de Vivendi Éditions. Dominique Prudhomme, vous savez, vous, à Force Ouvrière, où sont partis les moyens, tous les profits générés par la vente de l'espace? Ça a servi énormément pour agrandir le pôle média du groupe Lagardère. Mais je pense aussi, quand on parle de l'Avantime, en disant qu'elle n'a pas eu tous les moyens, je pense qu'il faut dire aussi que même si cette voiture avait eu tous les moyens, si on avait sorti une production tout à fait au top pour elle, ça n'aurait pas pour autant gardé tous les emplois. Et je pense qu'à cette époque-là, quand on a pris la décision de faire l'Avantime, on l'a basé, c'était tout à fait normal, sur des objectifs qui étaient élevés, trop élevés même, mais bon, pourquoi pas? Simplement, même en le mettant au plus haut des objectifs, ça ne pouvait absolument pas donner du travail à l'ensemble du personnel de Romorantin. Il fallait à tout prix qu'il y ait un autre véhicule à côté. On a complètement négligé cet aspect-là aussi. Janine Orjou, qui êtes le maire de Romorantin, vous trouvez logique que quasiment le même jour, le groupe Lagardère annonce le rachat du Vivendi Universal en investissant plus d'1 milliard d'euros et en même temps il annonce des licenciements à Romorantin? Je voudrais d'abord dire que pour nous, les gens d'en bas d'ici, de Romorantin, toute cette affaire est très lourde et terrible. Nous sommes ici dans l'espace automobile Matra que les Romorantinais ont financé pour honorer celles et ceux qui, depuis 30 ans, travaillent chez Matra Automobile. Et je ne voudrais pas que cet espace qui est dynamique et dans lequel nous développons des opérations de relations publiques et commerciales avec Matra Automobile devienne demain un cimetière industriel et un musée où tout est chloroformé et où la mort rôde. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas cracher dans la main qui vous a nourri pendant 30 ans. Il y a sans doute eu des tergiversations, des atermoiements stratégiques chez Matra Automobile, et notamment probablement l'arrière-pensée qu'un jour Renault pourrait racheter. Ce qui explique qu'un certain nombre de décisions n'ont pas pu être prises en temps voulu. Je le concède bien volontiers. Mais il ne faut pas cracher dans la main qui vous a nourri et qui a fait la prospérité de toute une région. Aujourd'hui donc, ce qui nous intéresse, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire,
c'est que le millier d'emplois qui reste doit perdurer pour que l'activité continue ici à Romorantin et que Matra Automobile, demain, redevienne, je l'espère, un jour ce qu'elle a été dans le passé. Et vous ne trouvez pas que le groupe Lagardère, en l'occurrence, a une responsabilité sociale, compte tenu de ce qui a été développé ici? Il a le droit, vous estimez qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de son argent? Bon, il peut mettre 1 milliard ici, il peut en même temps supprimer les emplois ailleurs, il fait ce qu'il veut? Mais attendez, il fait ce qu'il veut ou il a des comptes à rendre? on peut le regretter. Nous sommes dans une économie ouverte où des capitalistes, c'est-à-dire ceux qui ont des capitaux, les investissent pour gagner de l'argent. C'est la règle, on peut le déplorer. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre système politique, il y a des gens qui sont libéraux, super capitalistes, puis il y a des gens qui sont contre ce système économique, puis il y a des gens qui sont pour des, comme moi d'ailleurs, pour une société d'économie mixte dans laquelle les avantages des uns et des autres se cumulent. Que le groupe Lagardère soit amené à se restructurer, à se redéployer sur des marchés porteurs, c'est tout à fait naturel, c'est la vie économique. Alors aujourd'hui, évidemment, cela se fait au détriment de Romorantin, et je le regrette. Mais j'estime qu'il faut avoir une attitude et un comportement très positif. Notre problème, c'est que demain ne disparaisse pas Matra Automobile de Romorantin. Et donc, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le nombre de ventes de l'Avantime, qui, comme vous l'avez dit, ne décolle pas. C'est donc là-dessus qu'il faut concentrer tous nos efforts. Voilà le sens, en tout cas, de la position de mon équipe et du conseil municipal. Pour expliquer la situation présente, il y a donc au départ, il faut le savoir, la délocalisation de la production de l'espace, une décision qui a été prise sans doute en commun avec le groupe Lagardère et avec Renault, décision qui a été prise sans penser apparemment aux conséquences sociales, puisque on a décidé de délocaliser pour abaisser les coûts de production. C'est ce qui nous a été confirmé par Renault. Vous allez entendre l'interview d'un directeur général adjoint de Renault, Georges Douin. C'est une décision partagée. Quand vous faites une voiture, il faut qu'elle ait tous les ingrédients pour être un succès commercial. Ces ingrédients sont d'ordre contenu produit et ils sont aussi, pour beaucoup, d'ordre économique. Donc l'espace, vraiment rentrant progressivement dans le paysage automobile, on s'est régulièrement posé la question de sa compétitivité, de son prix de revient. Et le fait que nous puissions rentrer l'espace dans une usine de très grande série de Renault et de partager la plateforme de cette voiture avec d'autres produits de Renault lui a apporté un bonus économique, si vous voulez, un gain de prix de revient extrêmement substantiel. Donc le but était de réduire le coût de fabrication? Essentiellement, oui. Donc on a délocalisé la production de l'espace pour réduire les coûts de fabrication. Pour Renault, René Berry, vous qui êtes au Conseil économique et social, vous trouvez normal que Renault, qui est une entreprise dont l'État est actionnaire, agisse selon des critères purement économiques sans penser aux conséquences? Renault s'inscrit dans une stratégie économique de type capitaliste. Simplement... Mais l'État en détient 25%. 25%, c'est exact. Bon, simplement, on peut regretter que l'État, qui est quand même actionnaire principal chez Renault, s'implique dans cette logique purement capitaliste. À quoi sert par conséquent que l'État intervienne dans une entreprise comme Renault, sinon pour réguler, ce qui n'a pas été fait. Bon. D'un autre côté, l'espace a contribué largement à la prospérité de Renault. Et donc, pour répondre à votre question, je ne trouve pas que cette décision soit logique. Nous considérons au CESR que les entreprises, que les grands groupes en particulier, qui ont choisi de s'installer sur un territoire, dont les salariés ont participé à la prospérité, dont les territoires les ont accueillis, nous estimons qu'ils ont un retour des responsabilités vis-à-vis de ces salariés et vis-à-vis de ces territoires. Alors sur le rôle de l'État, Jeannie Langeau, vous étiez à Matignon il n'y a pas très longtemps avec une délégation d'élus du Loir-et-Cher pour demander que l'État agisse. Et quand vous êtes ressorti de cette réunion avec Patrice Martin-Lalande, il avait été annoncé que l'État allait intervenir notamment auprès de Matra, surtout auprès de Renault, pour essayer de sauver les emplois. Je n'ai aucun retour. J'attends chaque matin dans ma boîte à lettres une lettre de Matignon me disant « Je suis intervenu auprès de Jean-Luc Lagardère, je suis intervenu auprès de Louis Schweitzer », mais j'attends.
Mais je désespère pas. Hein. On a la réponse, ça va peut-être vous intéresser. On est allé voir toujours le directeur général adjoint de Renault pour lui demander si l'État avait fait pression auprès de Renault pour essayer de modifier la situation. Vous allez écouter sa réponse. Est-ce que des gens du ministère de l'Industrie, par exemple, vous ont demandé de faire un effort particulier pour Matra? Parce qu'il y avait eu au mois d'avril un courrier de Jacques Chirac où il disait qu'il allait demander à Renault, au ministère de l'Industrie, de se mettre d'accord pour essayer de sauver les emplois chez Matra à Romorantin. Nous avons fait l'offre à Matra que, dans le cadre du plan social, si des employés de Matra souhaitent rejoindre les usines Renault, on sera tout à fait attentif à leur candidature. Il y a des possibilités, mais qui ne sont pas tout près de Romorantin. Il y a des possibilités dans les usines du groupe Renault. On a longtemps dit avant que Renault était la vitrine sociale de la politique de l'État. Est-ce que là, vous jouez encore ce rôle de vitrine sociale? Je pense que le rôle de vitrine sociale est à la fois un terme très galvaudé, qui vaut pour Renault et qui vaut pour beaucoup d'autres entreprises. Nous l'essentiel, si vous voulez, c'est pas, il ne faut pas parler de l'État dans les ventes de voitures. Les voitures, c'est un secteur particulièrement concurrentiel. L'important, c'est de faire de bons produits et que les clients en aient envie. Donc ça, il n'y a pas l'État n'a aucun rôle à jouer ou à inciter ce genre d'affaires. L'important, c'est vraiment d'être concurrentiel et d'être compétitif. C'est vraiment notre ambition. Et c'est une ambition d'ailleurs que nous partageons avec Matra Auto, qui sait que c'est aussi sa raison d'être. Oui, parce que j'imagine que vendre l'Avantime, c'est forcément l'objectif de Renault à partir du moment où vous commercialisez cette voiture. Donc, en dehors de ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas répondre à une demande politique qui consisterait à faire en sorte que l'usine de Romorantin se développe, fasse plus de production. Je risque de me répéter. L'usine de Romorantin est dédiée à un certain type de produits. Ces produits ont été engendrés par Matra, c'est une technologie particulière, donc l'avenir de l'usine de Romorantin passe par le développement commercial de ces produits. Donc Avantime d'abord et le M72 derrière. On ne peut pas substituer comme ça du jour au lendemain d'autres produits qui ne correspondent pas du tout à la capacité de l'usine. Oui, d'accord. Donc, enfin, juste pour être sûr de bien comprendre, donc il n'y a pas de demande de l'État auprès de Renault pour sauver l'usine Matra Romorantin? Non, il n'y a pas de demande particulière. Ouais, donc il n'y a pas eu de demande officielle de l'État auprès de Renault. Jeanne Lurgeau, il n'y a pas un double discours. D'un côté, on nous dit l'État va agir, de l'autre, apparemment rien. Ah, mais faut poser la question au gouvernement, si le gouvernement tient un double discours. Moi, ce que je vous dis, c'est que tous les ennuis que nous avons aujourd'hui fait suite à une décision de Renault de rapatrier sur son Deauville ce qui était fabriqué à Romorantin et qui marchait bien. Par conséquent, décision partagée avec le groupe Lagardère, quand même. Pardon ? Décision partagée avec le groupe Lagardère. Il faut rappeler que Jean-Luc Lagardère est élu du conseil d'administration de Renault. Non, mais vous oubliez toujours que l'espace est la propriété juridique de Renault. C'était un contrat léonin. Matra Automobile ne pouvait pas résister à la décision, c'est clair, de Renault. Donc, je reprends. Aujourd'hui, la responsabilité est chez Renault. Ils ont signé un contrat. Ils doivent commander la fabrication de voitures à Romorantin pour assurer demain l'avenir d'un redéploiement d'un Matra Automobile autrement sur d'autres produits. Aujourd'hui, la responsabilité centrale, elle est là. Et pour que Matra Automobile continue à vivre demain, il faut que Renault assume la commercialisation de l'Avantime. Alors Pierre Berthoud, vous attendez une intervention de l'État, vous, dans ce dossier? Oui, on attend une intervention de l'État, effectivement, en tant qu'actionnaire chez Renault, mais aussi partenaire négociateur dans le groupe Lagardère. Je reviens à ce que je disais concernant le rachat par Lagardère de Vivendi. Ça s'est pas fait comme ça. Lagardère n'a pas été faire ses commissions et a décidé du jour au lendemain d'acheter Vivendi et de mettre sur la table 1 milliard d'euros. Ça s'est fait bien évidemment dans le cadre d'une négociation au niveau de l'État, dans le cadre des politiques, du redéploiement des différents secteurs de communication. Nous, ce qu'on trouve inacceptable, c'est que dans cette affaire-là, l'État laisse faire. L'État laisse Lagardère et Renault aussi, puisqu'ils sont en coopération, sinistrer une véritable région. C'est des centaines d'emplois qui risquent d'être supprimés à Matra Automobile et des milliers dans la région. On ne peut pas concevoir, nous, à la CGT, que des groupes internationaux décident du jour au lendemain de fermer des entreprises sans qu'il y ait aucune réaction. C'est pas possible. Alors on parle de système capitaliste, libéral, pas libéral. Les gens, ils subissent ça tous les jours. Votre reportage tout à l'heure a fait état de suppression d'emplois chez Alcatel et d'autres entreprises. C'est pas possible de supporter ça trop longtemps. La CGT, pour sa part, mais avec d'autres syndicats, et là-dessus
On est en train d'y travailler, envisage des mobilisations sur le plan local, mais plus largement sur le plan départemental et régional. Déjà, on a mis en perspective une mobilisation le 14 novembre sur des questions d'emploi et de maintien et de développement de la filière automobile dans la région. On n'est pas sur une démarche d'accompagnement. On ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas laisser la misère s'installer dans la région. Je suis d'accord avec Pierre Berthoud pour dire qu'il faut que l'État, le groupe Lagardère et Renault se mobilisent pour atteindre l'objectif qui vient d'être énoncé par Pierre Berthoud, à savoir qu'on ne peut pas laisser mourir notre Sologne et notre département. On est bien d'accord. Cela dit, je ne suis absolument pas d'accord avec lui sur l'affaire Vivendi. Je suis très heureux que ce soit le groupe Lagardère qui ait racheté Vivendi plutôt que ce soit des fonds de pension américains. Les choses est claires. Que Larousse, que Nathan, que Colin restent français, pour moi, c'est très important. Pardon. Oui, une réaction de Mme Prodan. Oui, que Lagardère achète effectivement le média du Vivendi, pourquoi pas. Là-dessus, je rejoins la position de M. Lorjou. Par contre, ce que je ne comprends pas du tout, c'est que le groupe Lagardère refuse d'aider Matra Automobile, alors qu'on sait que pour le futur projet, le P83, on a besoin de 150 millions d'euros. C'est le troisième véhicule. C'est le troisième véhicule, tout à fait, qui doit assurer aussi la pérennité de l'entreprise. Matra Automobile n'a que 75 millions d'euros dont ils peuvent disposer dans ce projet. Il manque 75 millions d'euros. Donc j'estime qu'à partir du moment où on peut investir au groupe Lagardère dans l'achat des médias du Vivendi, je ne vois pas pourquoi on n'investirait pas, ou en tout cas n'aiderait pas Matra Automobile à faire son projet. Et là-dessus, je trouve que c'était absolument inadmissible. Réaction, M. Berthoud. Oui, sur l'opération Vivendi rachetée par Lagardère, on a donc le coût du rachat, c'est 1 milliard d'euros. Il reste, d'après des économistes financiers, à peu près 2 milliards d'euros de disponibles pour le groupe. Dominique Prodhomme pour FO vient de dire qu'effectivement, il manque de l'argent, des moyens financiers pour développer de façon correcte le troisième véhicule, P83. On pense qu'il reste suffisamment de ressources financières pour le faire. Et je voudrais rajouter qu'en plus de P83, on a besoin aussi de moyens supplémentaires pour relancer, en fin de compte, les ventes de l'Avantime. On propose, y compris de faire ce qu'on appelle une phase 2, un relooking de l'Avantime pour redonner en fin de compte du boost à ce véhicule, pour y compris attaquer d'autres marchés commerciaux que les marchés actuellement utilisés. Il faut rappeler aussi que l'État a des moyens de pression sur le groupe Lagardère puisqu'ils sont partenaires dans des sociétés comme EADS pour l'aviation. Tout à fait. On parle de Renault et l'État, mais le groupe Lagardère est aussi, l'État est aussi partenaire dans le groupe Lagardère au travers effectivement EADS. On a fait référence ces derniers jours à un contrat très important de fabrication d'Airbus avec des pays étrangers. Il est clair que dans ce domaine, l'État est en permanence en négociation avec les dirigeants du groupe Lagardère. Lagardère ne fait pas les choses sans qu'il ait des comptes à rendre à l'État. Nous avons demandé à Matignon précisément à ce que les futurs investissements du groupe Lagardère d'une part, du groupe EADS, s'ils peuvent être dirigés sur Romorantin ou sur la Sologne, ça brille, on ne fait pas de détails, le soient. Effectivement, ceci fait partie du volet de réindustrialisation que nous demandons à l'État et au groupe Lagardère, et pourquoi pas Renault d'ailleurs aussi, de nous aider à déployer. Effectivement, c'est une affaire très importante. Je pense par exemple qu'un certain nombre de pièces qui servent à Airbus, qui viennent engranger des commandes très importantes, pourraient être faites dans les industries mécaniques de précision qui existent déjà dans notre région, puisque c'est une tradition, et qui permettraient d'embaucher en surplus des gars qui viennent de perdre leur boulot, ou qui vont perdre leur boulot. La réindustrialisation qu'il faut anticiper, parce qu'il n'est pas exclu, il faut le rappeler, que l'usine ferme dans un peu plus d'1 an. On a su qu'elle survivrait tout au long de l'année 2003 grâce au plan de commande pour Renault. Mais la réindustrialisation, il faut y penser. René Berry, vous pensez qu'on a suffisamment anticipé ce problème ? Absolument pas. En règle générale, il y a très peu d'anticipation des problèmes, et c'est ce que l'on peut regretter d'ailleurs. Un certain nombre d'acteurs sont intervenus pour poser les problématiques, la problématique de Matra, mais bien d'autres problématiques concernant le bassin d'emploi. Force est de constater qu'il n'y a eu très peu d'anticipation par rapport à ces problèmes-là. On a pour habitude malheureusement d'intervenir sur les problèmes à chaud, en période de crise, d'une manière curative, mais rarement par anticipation. Je ne dis pas que le problème Matra aurait été réglé à travers une anticipation,
Je dis simplement que les conséquences auraient pu être amoindries. Ceci étant, je voudrais revenir sur votre question de départ concernant l'intervention de l'État vis-à-vis de Renault. Bon. Nous apprenons malheureusement que Renault n'est pas, que l'État n'est pas intervenu auprès de Renault, ce que je regrette vivement, car nous avions interpellé encore récemment l'État en ce sens. Or, l'avenir de Matra Automobile, M. Lorjou l'a rappelé tout à l'heure, dépend actuellement dans l'immédiat de la commercialisation de l'Avantime. Qui n'est pas très satisfaisante pour l'instant, parce que l'Avantime n'est pas dans tous les concessionnaires. Qui ne démarre pas. Bon, ça peut être lié à un problème de marché, à savoir, est-ce que la clientèle apprécie ou n'apprécie pas le modèle. Ça peut être lié aussi à la stratégie de commercialisation de Renault. Est-ce que Renault va jouer la carte de l'Avantime ou est-ce qu'il va choisir de privilégier ses propres modèles qui interviennent sur des créneaux approchants? Je pense à l'Espace 4, je pense à la belle Satis. Donc la position, la stratégie commerciale de Renault vis-à-vis de l'Avantime est déterminante par rapport à l'avenir de Matra Automobile. S'il n'y a pas une montée en puissance très rapidement, le sort de l'entreprise risque de sceller, car il va falloir passer une période très difficile. Le M72 ne va être produit qu'à partir, au mieux à partir... Le deuxième véhicule, le petit buggy, qui est quand même une production quand même relativement marginale, ne va être produit qu'à partir de l'été 2003. Le P83 dont on parlait tout à l'heure n'interviendra qu'en 2005. Donc, si l'Avantime ne se vend pas, le sort de l'entreprise risque d'être très vite scellé, et dans ce domaine-là, l'État avait une responsabilité en tant qu'actionnaire majoritaire en intervenant auprès de Renault pour qu'il inclue l'Avantime dans sa stratégie commerciale. Et l'Avantime est disponible sur tous les modèles depuis simplement, il faut le rappeler, le mois de juin et le mois de juillet. Juste avant de continuer ce débat, je vous propose un reportage parce qu'il y a un séisme, un véritable séisme qui avait déjà secoué le monde automobile. Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans, le 27 février 1997. Renault annonçait en effet la fermeture du site belge de Vilvoorde. C'était donc la stupeur pour 3000 ouvriers qui se sont mobilisés dans les semaines qui ont suivi cette annonce. Et puis on a suivi bien évidemment un accord social qui a été accepté par tous. Voyez tout de suite le reportage de Jérôme Villain et de Yves Leblois. Il n'est pas question que vous reveniez sur votre décision. Non. Le choc était énorme. L'inentendu, c'était la façon dont ça se faisait, la brutalité. Ça s'est passé vraiment comme un séisme, comme un coup de tonnerre. 27 février 1997, Renault annonce la fermeture de son unique usine belge implantée à Vilvoorde. À ce moment-là, plus de 3000 ouvriers travaillent sur le site. L'affaire choque tous les esprits. Vilvoorde devient alors le symbole de la lutte syndicale européenne. 5 ans après, les conséquences de ce séisme sont encore visibles. À 14h, c'était plein de monde, les gens qui rentraient, les autres qui sortaient. La rue était bloquée avec tous les autocars qui se trouvaient ici. Au moment des actions, le piquet de grève était toujours là devant la porte. Et c'est devenu très calme ici. Karel Gacoms a été la figure emblématique du mouvement syndical à Vilvoorde. 5 ans après, il estime que la mobilisation a porté ses fruits. Après 5 mois et par l'action syndicale, nous avons obtenu un accord social acceptable. Il a été approuvé par une grande majorité du personnel. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous sommes arrivés à trouver des solutions individuelles pour chaque travailleur de Renault Vilvoorde. Ce qui ne veut pas dire que nous acceptons cette fermeture. Pour nous autres, cette fermeture reste un scandale, mais l'accord social est acceptable. À l'issue de cet accord social, 400 personnes ont pu garder leur emploi dans ce qui reste de l'usine Renault. Les autres ont presque tous retrouvé du travail. Bénédicte Vasse a couvert à l'époque les événements de Vilvoorde pour le journal Le Soir. Selon elle, la gestion de l'après-crise reste un modèle du genre. Mais ça n'a été possible que grâce à la fois à une énorme pression mise sur Renault pour qu'il consacre un montant gigantesque à réparer les dégâts sociaux, et d'autre part au fait que le gouvernement flamand, puisque Vilvoorde se trouve en Flandre, a mis des moyens de formation, de reconversion très très importants, et grâce au fait enfin que la Flandre a un taux de chômage qui est inférieur de moitié à ce qu'est celui de la Wallonie et de Bruxelles. Renault a donc dû céder du terrain. De septembre 1997 à août 1998, l'entreprise a été contrainte de financer les formations de ses ex-salariés. Les plus âgés ont continué à travailler pour le constructeur français. Finalement, seules 50 personnes sur 3100 n'ont pas retrouvé de travail. Il faut dire que Vilvoorde bénéficie d'un emplacement privilégié. L'aéroport de Bruxelles est tout proche. Les réseaux ferroviaires, autoroutiers et fluviaux sont des atouts inestimables. Jean-Luc Dehaene était à l'époque de la crise le Premier ministre de la Belgique. Vilvoorde, c'est son fief, il en est aujourd'hui le bourgmestre.
Selon lui, les élus locaux concernés par ce type de catastrophe ont les moyens de réagir. Il faut veiller à ce que le site reste utilisé et soit laissé au ras, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut vraiment veiller à ce que ce ne soit pas un point mort ou quelque chose qui devient quelque chose d'insalubre. Comme j'avais l'expérience ici aussi d'autres fermetures, que j'ai immédiatement dit, vous n'allez pas me faire une opération immobilière et attendre de vendre ça jusqu'à ce que vous pouvez en tirer le maximum. Résultat, Renault a cédé ses bâtiments à la municipalité pour un franc symbolique. De nombreuses entreprises en ont profité pour s'installer à Vilvoorde et l'activité économique a pu reprendre rapidement. 5 ans après, le bilan est donc globalement positif, mais à Vilvoorde, personne n'oubliera le choc du 27 février 97. Pour preuve, ce point dressé à l'entrée de la ville, symbole du combat des anciens ouvriers de chez Renault, un combat ni gagné, ni perdu. Il y a 3 éléments qui ont fait le succès de la reconversion de Vilvoorde. Il y avait un tissu économique très différent de celui de Romorantin, c'est très industrialisé. Il y avait une volonté politique très forte et il y avait aussi un poids syndical très fort, puisqu'en Belgique, 95% des salariés sont syndiqués. René Berry, si on compare les deux situations, on peut avoir des inquiétudes pour Romorantin, parce qu'il n'y a pas tous ces atouts ici. Absolument. Il y a un certain nombre d'atouts dans la mesure où il existe des outils économiques. Nous avons fortement participé à ce que, par anticipation, là, justement, ces outils économiques soient créés. Il existe, par exemple, une prime à l'aménagement du territoire, il existe des fonds européens disponibles, la région intervient dans ses politiques à travers le Fonds Sud, donc il y a des outils économiques disponibles. Encore faut-il, aucune entreprise n'a été attirée par encore faut-il qu'il y ait des projets. Encore faut-il qu'il y ait des projets. Bon, ceci étant, une reconversion apparaît très difficile dans la mesure où un secteur comme l'automobile viendrait à disparaître. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable de maintenir et voire même de développer une activité automobile autour de Matra, car Matra irrigue un nombre important de sous-traitants et génère un nombre très important d'emplois induits. Combien? Ceci étant, vous avez chiffré à peu près combien d'emplois? Des chiffres, lorsque nous avions mené des investigations en 80, nous avions estimé, à l'époque, ces chiffres auraient peut-être besoin d'être revus aujourd'hui, que en termes d'emploi direct, un emploi chez Romo, chez Matra, générait un emploi direct chez les sous-traitants. Ce ratio naturellement plus tout le reste, ce ratio est plus important naturellement si on prend en compte les emplois induits. Alors pour finir de répondre à votre question, il faudrait éviter qu'à Romorantin se passe ce qui s'est passé en matière d'armement à Salbris par exemple. Si on laisse partir l'armement, comme cela vient de se produire à Salbris, où la dernière entreprise d'armement vient de disparaître, vient d'être délocalisée, le temps de régénérer un tissu, cela prend très longtemps, cela prend des années, même lorsqu'il existe des dispositifs. Alors avant d'envisager une reconversion, je dis qu'il faut déjà sauver les outils existants, compte tenu de l'impact économique important qu'ils ont sur la région, mais même au-delà de la région, et compte tenu des difficultés à régénérer un tissu économique. Nous allons être obligés de conclure parce que nous arrivons à la fin de cette édition du 12-14. Ce soir, nous vous rappelons que l'édition du 19-20 sera également en direct de Romorantin, dans ce même espace, avec comme invité pour illustrer aussi les reportages, Marc Cabane, le préfet du Loir-et-Cher, ainsi que Christophe Pessoa, secrétaire du CE. Justement, il nous donnera le résultat de ce qui se sera dit cet après-midi au CE qui se tient. Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Nous sommes à Romorantin au musée Matra pour une édition spéciale consacrée au problème de l'usine Matra qui a bouclé son plan social aujourd'hui. Mais d'abord le programme de cette heure d'information. Dans 2 minutes, vos éditions locales, Télé-Berry, Tours Soir et Orléans Soir. L'actualité orléanaise marquée elle aussi par des problèmes sociaux. Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Nous sommes à Romorantin au musée Matra pour une édition spéciale consacrée au problème de l'usine Matra. Je vous propose de commencer par un peu de lecture. C'est une lettre qui date du 10 avril dernier, une lettre signée Jacques Chirac et adressée aux habitants de Romorantin. Je cite « J'ai immédiatement saisi le président du groupe Lagardère ainsi que le ministre de l'économie représentant l'actionnaire principal de Renault afin d'attirer personnellement leur attention sur la nécessité du maintien de l'activité et des emplois à Romorantin.
6 mois après, Matra annonce une nouvelle suppression d'effectifs. Il y a actuellement plus de 1300 salariés dans l'usine. À la fin de l'année, ils ne seront plus que 820. Il va donc y avoir plus de 550 suppressions de postes. Vous voyez, c'est une édition qui a lieu en public. 550 suppressions de postes, un chiffre qui s'ajoute aux 1000 emplois qui ont déjà disparu depuis un an. Ce plan social a été entériné aujourd'hui. Pierre Cali, Nedim Lankarevitch. Journée chargée pour les membres du CE et les délégués syndicaux. Premier rendez-vous tôt ce matin à Trappes. Au menu, un comité central d'entreprise. Direction et représentants du personnel ont validé le plan social. Alors comment ça s'est passé ? Sans trop de heurts, donc les élus ont donné un avis favorable au PSE, dans la mesure où ça ne supprime pas complètement les licenciements, mais ça limite quand même la casse. Hier, on avait signé un accord de modulation pour sauver 54 emplois, ça a été signé par le SLI. Qui est rattaché à l'UNSA, bien sûr. Voilà, oui, qui est rattaché à l'UNSA. Donc ça sauvait encore 54 emplois. Jusqu'au bout, les responsables syndicaux auront donc tenté avec une certaine réussite de sauver des emplois. Ils seront désormais attentifs aux différentes actions de reclassement. Aujourd'hui, ce qui est dans l'intérêt des salariés et ce que la CFDT propose et suivra surtout dans les années à venir, c'est surtout la cellule de reclassement et le plan de formation. Mais le plan de formation pour les gens qui seront amenés à être reclassés ultérieurement. Parce qu'on sait que les gens formés se reclassent plus facilement que des gens non formés. Et puis dernière mission, cette fois à Romorantin, pour un ultime comité d'établissement. Le chiffre à présenter aux salariés est désormais arrêté. 282 licenciements, dont 145 départs négociés. Alors ce plan social a été accepté par les organisations syndicales qui ont actuellement la majorité au comité central d'entreprise, en particulier le SLI. Vous êtes membre de ce syndicat, Christophe Pessoa, vous êtes le secrétaire du CE. C'est tout de même très rare que des représentants syndicaux donnent un avis favorable à un plan social. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Plusieurs points nous ont décidé effectivement à donner un avis favorable au CCE. La facilité, c'est bien entendu de donner un avis défavorable, mais ça ne change rien sur le fond et ça ne enlève en rien la faisabilité des licenciements. Nous avons donné bien entendu un avis défavorable au constat et au licenciement le 18 juillet lorsque le CCE a été consulté sur ce point. Le CCE a été consulté le 18 juillet, je le rappelle, dans le cadre de la procédure de livre 4. Et à ce moment-là, c'est là où on a acté les faits et le nombre de licenciements prévus par Matra Automobile, donc dans 3 hypothèses, 60, 80, 120, et on sait aujourd'hui que c'est l'hypothèse la plus défavorable, 120, qui a été retenue. À ce moment-là, sur ce constat, le CCE a donné un avis très clair, dans son ensemble et à l'unanimité, qui est un avis défavorable. Ensuite, il y a une deuxième procédure, et je crois qu'il ne faut pas que l'on confonde les deux, qui est la procédure dite de livre 3, où là... C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mesures d'accompagnement, avec un chèque à la clé, des indemnités de licenciement, des mesures de reclassement, de priorité à l'embauche, et c'est à ça que vous avez dit oui, finalement. Bon. Lorsque le plan était présenté le 10 septembre dans le cadre du livre 3, il y avait 550 emplois et 550 licenciements qui étaient programmés. Aujourd'hui, les mesures de sauvegarde ramènent alors... Oui, il y a différentes mesures. Il y a un aménagement du temps de travail, mais il va y avoir 550 emplois supprimés. Seulement, il n'y aura pas 550 licenciements économiques. Il y a des gens qui acceptent d'être licenciés. Ce qui était programmé, c'était 550 licenciements économiques à fin juillet, à début septembre. Les mesures du livre 3 ramènent ce nombre à 282 licenciements économiques. C'est bien entendu, effectivement, beaucoup trop et incommensurable. Simplement, la réalité des commandes aujourd'hui, c'est 15 avant-time par jour. C'est un fait, c'est factuel, c'est indiscutable. Ce nombre de licenciements est basé sur l'objectif 60 avant-time jour en fin 2003, ce qui est encore pas certain d'être atteint, mais plus l'objectif est ambitieux, moins le nombre de licenciements est élevé. Ça va de soi. Et sur les 282 licenciements économiques programmés, les mesures d'accompagnement, vous en faisiez état tout à l'heure, notamment la prime exclusive et forfaitaire de 45 000 € qui vient en complément de l'indemnité de licenciement, ainsi que les mesures d'accompagnement avec une antenne de remplacement, avec une priorité de rembauchage sur 36 mois à l'issue du congé de reclassement qui porte cette priorité de rembauchage, donc jusqu'en septembre 2006. Oui, donc il y a tout un tas de mesures. Il y a tout un tas de mesures qui font qu'aujourd'hui, près de 200 salariés, si vous me permettez, ont demandé à bénéficier
bénéficier de ces mesures pour être licenciés pour motif économique. D'accord, donc il faut expliquer donc ce que sont les départs de substitution. Il y a donc tout un tas de gens qui veulent être licenciés, qui sont d'accord pour partir à la place de quelqu'un d'autre, ce qui diminue le nombre de gens qui sont licenciés de fait et mis à la porte. Il faut préciser une chose, c'est que peut-être si ce comité central d'entreprise avait eu lieu plus tard, le vote aurait peut-être été différent, puisque le SLI, qui était le syndicat majoritaire jusqu'à présent, a été battu aux dernières élections des représentants du personnel. Il est maintenant le syndicat l'un des moins représentatifs. C'est aujourd'hui Force ouvrière, la CFTC et la CGT qui ont le plus de voix. Alors la situation de Matra, c'est aussi un dossier politique. Jusqu'à présent, les élus et les responsables n'ont pas pu éviter les licenciements. Et pourtant, le monde politique s'agite depuis quelques mois. Je vous propose de faire le point sur cette mobilisation avec Jean-Pierre Aubry et Robert Chambaudu. On aurait pu sauver Matra il y a 3 ans. C'est l'avis de certains élus qui affirment que le département avait proposé de construire une usine pour le nouvel espace avec les aides européennes, mais le dossier n'a jamais abouti. C'est uniquement une affaire politique et il a fallu compenser à Sandouville. Et quand on sait que Sandouville, eh bien, c'est M. Dreyfus, directeur de cabinet de M. Mauroy, et puis Sandouville, c'est aussi M. Laurent Fabius. Alors je dirais à mon ami Jeanny Leurjoux qu'il a pas pesé lourd en face de ces deux gros poids lourds. Depuis 4 mois, la ville de Romorantin et Matra Automobile ont engagé un consultant pour attirer les entreprises sur un site de 40 hectares bénéficiant de 27% d'aide publique. Une action jugée insuffisante par le préfet. Il ne suffit pas de dire je paye un consultant, il faut encore voir comment ce consultant va travailler et quel type de démarche de bonne fin il accomplit. Et le cas échéant, bien sûr, demander à l'entreprise de redresser la situation. C'est ici que Romorantin espère attirer des entreprises. Le département et la région ont déjà déboursé 7 millions d'euros pour la liaison autoroutière avec l'A85. Seulement, il faudrait une mobilisation réelle de tous les acteurs économiques et débloquer des fonds. J'espère que dans le temps, tout le monde va jouer le jeu justement pour éviter que Romorantin et le sud du département se désertifient. Ça veut dire que tout le monde se mobilise, aussi bien l'État, le département ? Il faut que tout le monde se mobilise pour réussir. Se mobiliser, c'est ce qu'essaie de faire l'Agence de développement du Loir-et-Cher en faisant de la téléprospection. Mais dans la conjoncture actuelle, il y a la concurrence. Seule piste pour l'instant, avec l'aval de la préfecture, créer une nouvelle filière. Nous sommes en train de travailler aussi sur la filière aménagement de magasins, le Romorantinais ayant un certain nombre d'entreprises dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est dans le département 40 entreprises et 2600 emplois dans ce secteur. Et des entreprises essentiellement situées sur le bassin du Romorantinais et du Vendômois. C'est pour nous un axe de travail, un axe de prospection. Une des idées, ça consiste à créer entre ces entreprises un effet de réseau pour développer des synergies entre celles-ci, tout en respectant leur indépendance. Mais elles peuvent se mettre d'accord soit pour faire des investissements productifs communs, soit pour assurer des fonctions logistiques en commun, soit pour assurer des actions promotionnelles, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. C'est une action de développement endogène sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous demanderons à Matra de participer. Le préfet devrait signer avec la NPE, l'AFPA et la direction du travail un pacte territorial pour l'emploi pour assurer la formation du personnel Matra. Quant à la région, elle vient de créer une cellule de crise. Il faut surtout fédérer les efforts de tous ceux qui s'impliquent pour que Matra et Romorantin soient sauvés, que la situation ne soit pas une situation de fatalité admise. On ne peut pas tourner la page aussi vite. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas, en fin de compte, vous n'allez pas vous substituer un petit peu à l'État dans ce dossier-là? Est-ce que vous n'allez pas... Écoutez, on va agir en partenariat, mais enfin, n'oublions pas quand même que la région a compétence dans le domaine économique et de l'emploi. Et donc, nous allons jouer avec détermination notre rôle. Par ailleurs, le préfet s'est engagé à ne pas verser à Matra les fonds européens destinés à financer l'atelier de montage de la M72 sans reclassement du personnel. On ne peut pas en effet vouloir le beurre et l'argent du beurre. Alors on l'a vu, il y a différentes initiatives, notamment pour essayer d'attirer de nouveaux investisseurs à Romorantin. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça, monsieur le préfet du Loir-et-Cher? Vous représentez la politique de l'État. On apprend hier que le groupe Lagardère investit plus d'1 milliard d'euros pour acheter le pôle édition de Vivendi. En même temps, il licencie chez Matra. L'État est partenaire de Lagardère dans différents projets industriels, donc il n'y a pas une contradiction là? Oui, je crois qu'il faut replacer le dossier de Romorantin dans son contexte et dans sa chronologie. On parle actuellement de l'absence d'action de l'État. On dit que l'État ne jouerait pas son rôle vis-à-vis de Renault en tant qu'actionnaire de Renault. Alors, il faut quand même voir que dans cette affaire, pendant très longtemps, il y a eu, à l'issue de la décision prise par Matra et Renault de délocaliser la production de l'espace, il y a eu un discours un petit peu, on va dire, de tout va aller bien. Et au fond, jusqu'il y a à peu près 2 ans,
le discours de Matra, c'était de dire on va construire une nouvelle usine. Et de ce point de vue-là, l'État s'est mobilisé pour trouver, pour Matra, des solutions adéquates. Et ça n'allait pas de soi, parce que mettre en place un système de financement pour une nouvelle unité de production dans l'automobile pour un groupe important, eh bien, il fallait trouver des formules. Nous avons eu toutes sortes de travaux avec l'entreprise, des réunions d'ailleurs à Paris, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est dans cette perspective que nous avons travaillé. Il a fallu l'arrivée de M. Carlier en juin dernier, le patron le patron actuel de Matra, pour qu'on ait un changement de discours radical et qu'on apprenne qu'il y aurait un très grand nombre de licenciements. Alors c'est vrai, on se doutait que derrière les paroles positives, derrière les espoirs entretenus, il y avait probablement une réalité moins facile. Mais il faut bien dire que jusque en juin dernier, l'entreprise n'a pas facilité l'intervention de l'État. Vous parliez à l'instant de la responsabilité de Renault. Il y a quelques jours, il y a une délégation d'élus du Loir-et-Cher qui est allée à Matignon pour demander de faire pression sur Renault. Elle est ressortie en disant que l'État allait intervenir. Il y avait aussi le courrier de Jacques Chirac dont on parlait, une intervention auprès de Renault. Derrière ce discours, il n'y a apparemment pas eu d'acte, puisqu'il n'y a pas eu de pression sur Renault. Vous allez le voir avec cette interview d'un directeur général de Renault. Oui, parce que j'imagine que vendre l'Avantime, c'est forcément l'objectif de Renault à partir du moment où vous commercialisez cette voiture. Donc, en dehors de ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas répondre à une demande politique qui consisterait à faire en sorte que l'usine de Romorantin se développe, fasse plus de production. Je risque de me répéter. L'usine de Romorantin est dédiée à un certain type de produits. Ces produits ont été engendrés par Matra, c'est une technologie particulière, donc l'avenir de l'usine de Romorantin passe par le développement commercial de ces produits. Donc Avantime d'abord et le M72 derrière. On ne peut pas substituer comme ça du jour au lendemain d'autres produits qui ne correspondent pas du tout à la capacité de l'usine. Oui, d'accord. Donc, enfin, juste pour être sûr de bien comprendre, donc il n'y a pas de demande de l'État auprès de Renault pour sauver l'usine Matra Romorantin. Non, il n'y a pas de demande particulière. Alors, il n'y a pas eu de demande officielle auprès de Renault, Monsieur Cabane. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, je dément tout à fait. Le Premier ministre a signé 2 courriers le 11 octobre dernier, l'un destiné à M. Schweitzer, l'autre à M. Lagardère,